Comment débuter l'investissement en startup en 2025? Bienvenue dans cette vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes un minimum intéressé pour commencer à investir dans les startups en 2025. Cette vidéo, ça va être justement un guide complet sur comment débuter cela. On va rentrer un peu dans les détails, dans les avantages, les inconvénients, comment commencer. Donc, c'est-à-dire, on va regarder aussi les différentes façons d'investir en startup, les différents moyen d'accéder à cet investissement. Cette vidéo sera peut-être un peu longue. L'idée ici, c'est de ne pas se priver, de donner un maximum d'informations pour toute personne qui souhaiterait commencer à investir, ne pas se brider par le temps. Donc, c'est pour ça que, par contre, du coup, je vais mettre en place sur la vidéo des time codes qui vous permettront d'aller sur les sujets qui vous intéressent le plus. Donc, si vous regardez ces vidéos, c'est peut-être que voilà, vous êtes un jeune actif ou peut-être un peu plus âgé. Vous avez sûrement déjà commencé à investir ou alors vous ne savez pas par où commencer. Vous avez, des revenus, actifs, peut-être aussi une somme d'argent importante que vous avez touchée. Par exemple, ça peut être une grosse prime ou un héritage ou que sais-je. Donc et vous vous posez la question de l'investissement en start-up ou alors vous voudriez commencer, mais vous ne savez pas par où commencer, eh bien, vous êtes au bon endroit dans cette vidéo. Je vais vraiment vous faire un guide complet, un plan d'action sur, alors déjà, est-ce qu'il faut investir en startup? Et si vous prenez la décision d'investir, par où, voilà, par où s'y prendre? Quelles sont les étapes pour investir? Alors, on est parti avec la toute première partie. On va redécrire un peu ce que c'est une startup. Qu'est-ce que donc l'investissement en start-up? Et on va dire globalement, décrire un peu cette classe d'actifs par rapport à d'autres classes d'actifs. Alors déjà, une start-up, déjà c'est un terme qui, on va dire au sens strict, une start-up, c'est une entreprise qui n'a pas encore trouvé son business model, qui n'a pas encore trouvé son product market fit. Au sens large, c'est un ensemble d'entreprises innovantes qui croissent, quoi. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que Payfit est encore une startup? Payfit, c'est aujourd'hui, c'est plutôt une scale-up, c'est une grosse boîte, donc c'est plus vraiment une startup. Vous voyez, donc la frontière est un peu mince, mais quand on dit investir dans une startup, c'est plutôt investir dans des petites boîtes qui sont très technologiques bien souvent, qui sont scalables, qui ont un business model scalable, donc par opposition par exemple à une agence. Si vous investissez dans une petite PME, dans une boulangerie par exemple, c'est pas très scalable, donc c'est pas une startup. Donc vraiment, ce qui va définir normalement ce qu'est une startup, c'est vraiment ce critère de scalabilité. La scalabilité, c'est à mesure que la boîte va produire, ça va lui coûter de moins en moins cher. Je le décris de manière très grossière, mais pour pas rentrer dans les détails et faire un cours sur la scalabilité dans cette vidéo. Donc du coup, voilà, les startups, comme vous l'avez compris, sont très scalables, donc c'est assez intéressant pour des investisseurs. Elles peuvent aussi bénéficier de taux de croissance super importants. Donc, qui dit taux de croissance super élevé, dit aussi des augmentations de valorisation importantes. Et donc, vous, si vous êtes actionnaire d'une société avant qu'elle croît, évidemment, vous allez bénéficier d'une augmentation du prix de votre action et vous allez pouvoir bénéficier de rendements importants. La contrepartie de ça, c'est que, évidemment, les startups sont beaucoup plus risquées. Les startups, on va dire sur 100 startups, il y en a très facilement dans les premières années 90 qui vont mourir. Donc, c'est pas du tout une classe d'actifs qui est comparable, par exemple, à la bourse. Enfin, si, on peut les comparer, mais je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Les startups, vous devez y aller en mode, c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et c'est de l'argent, vous vous dites, je le mets et peut-être que je vais avoir la prochaine licorne dans mon portefeuille. Et donc, dans ce cas-là, je vais devenir très riche. Ça va rembourser mon portefeuille et bien plus. Mais c'est très peu probable en fait. Donc la plupart du temps, vous allez, avoir beaucoup de difficultés dans le portefeuille, c'est normal. Que par rapport à d'autres classes d'actifs, si vous voulez être sûr d'avoir du rendement, n'allez pas en start-up, ça c'est sûr. Allez plutôt vers de la bourse, vers de l'immobilier, c'est clair et net. En revanche, ça peut être très intéressant si, par exemple, vous n'avez pas forcément énormément de moyens et que vous voulez, enfin pas énormément, je veux dire, vous n'êtes pas dans une,
voilà, au mieux, vous êtes plafonné, en fait, par vos revenus et si vous mettiez en bourse, vous vous dites: «Ah ouais, je peux prétendre que à ça», bah, c'est sûr que vous allez avoir un plafond de verre au bout d'un moment et ça, la startup, c'est quelque chose qui peut vous permettre d'aller au-dessus de votre plafond. Si vous investissez dans Facebook, les premiers jours de Facebook, bah, évidemment, vous deviendrez, peut-être millionnaire, voire milliardaire donc voilà, c'est la startup, il y a ce rêve un peu, on investit dans un rêve, dans une hypothèse de sortie tellement énorme, voilà, qui nous fait un peu rêver et il faut le voir de cette manière-là. C'est pour cela que, en fait, les recommandations, si on investit en startup, c'est de ne pas mettre une trop grosse partie de son patrimoine financier. On peut recommander, par exemple, de 5 à 10 en startup. Donc en fait, en fonction de combien vous allez investir, ça peut être assez faible. Mais bon, on verra ça un peu plus tard dans les stratégies d'investissement. Alors, on passe donc à la deuxième partie qui va être donc les avantages d'investir dans les startups. Le premier avantage, bien évidemment, donc je l'ai dit avant, c'est le potentiel de rendement élevé. Donc j'imagine que si vous êtes un peu novice, vous avez envie d'avoir des ordres de grandeur. Bon, dites-vous que on peut très bien arriver dans des startups au début qui, par exemple, vont demander des valorisations autour de 2 millions d'euros. Si la startup devient une licorne, elle devient, enfin voilà, elle vaut maintenant, je sais pas, par exemple, allez, 2 milliards, comme ça on fait, c'est plus simple. Dans ce cas-là, la valo a fait fois 1000. Donc ça ne veut pas dire que vous, si vous avez mis 1 000 €, vous avez 1000 fois 1000 parce que vous vous êtes fait diluer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, au fur et à mesure que de nouveaux investisseurs arrivent, vos actions vont se faire diluer. Donc vous allez, perdre entre guillemets du pourcentage de capital et donc bah, voilà, on peut quand même estimer que, fois 1000, vous allez peut-être faire fois 500. Donc ça peut vraiment être des rendements qui sont monstrueux. Fois 500 en, on va dire, en 10 ans. Par contre, l'horizon de temps aussi, c'est très important à prendre en compte et assez élevé. Donc évidemment, ça arrive, très rarement. Il y a très peu de startups, qui deviennent des licornes, de manière générale. Et après vous avez, pas mal de boîtes qui peuvent devenir des boîtes à 50 millions, par exemple, à 10 millions. Bon, ça va pas vous rembourser l'ensemble de vos portefeuilles, compenser toutes vos pertes, mais c'est toujours ça de prix. Peut-être que vous pouvez très bien tomber et après, bah, la plupart des boîtes, la plupart des startups vont plutôt aller au tapis. Un deuxième avantage de l'investissement en startup, c'est la diversification de son portefeuille. Alors plutôt dans une logique de diversification en termes de classe d'actifs. Ça peut être intéressant d'être exposé à différentes classes d'actifs. Alors, il est vrai que je dirais globalement la bourse, si vous investissez dans des ETF et les startups, ça peut être un peu lié. Vous voyez? Parce que, en général, les startups qui vont bénéficier d'une économie qui est dynamique. C'est-à-dire, il va y avoir beaucoup d'argent qui va circuler. Les grandes entreprises vont, beaucoup, chercher de nouveaux prestataires, ce qui va bénéficier évidemment, aux startups. Donc, voilà. Je dis pas que ça va énormément vous diversifier dans le sens où, vous n'allez pas forcément, si l'économie va mal, tout ira mal entre guillemets donc, je dis pas que ça fait que c'est pas comme l'or par exemple. Si vous êtes investi dans l'or, on dit que l'or augmente quand l'économie baisse. Donc ça vous permet vraiment de vous diversifier du risque systémique. Mais voilà, en tout cas, ça vous permet quand même d'avoir une certaine partie de votre portefeuille qui est exposée à un potentiel de rendement très élevé avec un risque très élevé. Et donc, c'est pas mal dans une théorie, dans une logique de portefeuille efficient. Alors, petite voix off, mon micro a coupé. Donc, j'introduisais ici la troisième partie sur les risques de l'investissement en startup et notamment le premier risque. Et donc, je vous laisse avec la vidéo. Le risque de perte en capital, comme je vous ai dit, il y a peut-être 90% des dossiers qui vont aller au tapis. Donc ça, c'est évident et il faut vraiment en avoir conscience. Le deuxième risque, en fait, c'est que je vous dis 90%, c'est faux, en fait. C'est pas 90%, c'est beaucoup moins. Mais en fait, il y a tout un ventre mou de startups qui vont pas forcément réussir, qui vont pas aller vers un exit euh, et qui vont pas non plus échouer, qui vont avoir assez de revenus, en fait, qui vont aussi baisser largement, qui vont devenir très, très frugales, en fait, qui vont
voilà, je vais pas rentrer dans les détails et en termes de chiffres, mais en gros, elles vont réduire au maximum leurs coûts et donc évidemment, elles peuvent encore tenir. Elles sont pas obligées d'être en faillite. Elles vont, continuer comme une PME classique. Mais vous, en tant qu'investisseur, bah, en fait, vous avez investi, la boîte n'est pas encore officiellement en faillite, mais vous ne récupérez pas encore votre argent. Donc c'est un voilà, c'est un peu un ventre mou, c'est un vrai problème aujourd'hui exprimé par beaucoup de business angels. C'est l'absence de sortie de beaucoup de startups. Donc c'est un vrai sujet. C'est l'illiquidité des boîtes. Donc voilà, il y a des moyens de s'en prévenir, il y a des moyens d'investir dans des boîtes qui ne feront pas ça. Mais voilà, il faut aussi s'attendre à ça, c'est-à-dire vous aurez du capital bloqué pendant, je vous ai parlé tout à l'heure de 10 ans, c'est totalement possible qu'une startup soit partie pour 10 ans sans vous verser le moindre dividende, sans faire faillite et sans être vendue. Elle sera toujours en activité et voilà. Alors, un troisième risque, je dirais, difficulté, limite de l'investissement en startup, c'est que c'est vraiment assez complexe. C'est-à-dire que on peut pas quand même arriver comme ça et se dire, voilà, cette startup, voilà, j'ai regardé qui va être ton associé, je suis sûr que cette startup, elle va réussir. Bon, c'est un vrai métier. Il y a des personnes qui passent leur journée à faire ça. C'est comme dans beaucoup de secteurs, vous pouvez pas arriver du jour au lendemain et vous dire: «Bon, c'est bon, je connais tout». Voilà, c'est un peu comme les parieurs sportifs, hein, qui on sait très bien que 95 des parieurs sportifs, perdent de l'argent et puis, bah, le nouveau parieur, pense que lui, il va faire mieux parce qu'il s'y connaît mieux, puis en fait, la réalité le rattrape ou alors il se ment lui-même. Bah, l'investissement en startup, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a quelques initiés qui gagnent beaucoup, et puis, il y a, la majorité, qui ne génère pas des gros rendements. Donc, il faut être assez humble, savoir s'entourer de personnes expérimentées et aussi, dans tous les cas, n'investir que ce qu'on est prêt à perdre. Alors, on est parti maintenant sur la partie 4 de cette vidéo. Ça va être comment quelle est la stratégie de portefeuille quand on investit en startup? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, 5 à 10 de votre, portefeuille voilà, maximum en startup. En tout cas, c'est une bonne règle de 3 pour commencer. Comme je vous ai dit, beaucoup d'investisseurs que je connais, parce que je ne vous ai pas forcément dit, mais je travaille dans un réseau de business angels, donc j'ai l'habitude de travailler avec des business angels. Beaucoup de business angels investissent beaucoup plus que 10 de leur patrimoine. C'est pas quelque chose que je recommande, notamment pour un débutant. C'est quelque chose vraiment, c'est quand on devient expert sur le sujet des startups, on peut envisager ce genre de choses, pourquoi pas. Mais je vous recommanderais vraiment de rester sur cette règle de 5 à 10. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois que vous avez défini ça, alors, c'est pas tout ce que je voulais dire. Effectivement, on a cette règle de 5 à 10 mais maintenant, imaginons aujourd'hui, moi, j'arrive, je suis un jeune actif, j'ai par exemple 10 000 € de côté. Si je mettais que 10 ça veut dire 1 000 € en startup. C'est pas beaucoup. Donc ce qu'on peut aussi avoir en tête, comme logique, c'est de prendre en compte les revenus futurs. Mais encore une fois, il faut faire attention à ça parce que si on prend en compte si on prend en compte les revenus futurs et qu'on se dit: «Bah, du coup, moi, je vais forcément au bout d'un moment avoir, 100 000 € placés, à un moment dans ma vie, et donc je peux mettre 10 000 € dès maintenant en startup». Pourquoi pas? Le problème, c'est que, bah, pendant ce temps-là, vous n'avez pas les 10 000 € que vous auriez pu placer en bourse qui vont vous générer des rendements. Donc c'est un vrai coût, en fait, de raisonner comme ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir ces logiques de flexibilité, sur la répartition de votre patrimoine. Une fois qu'on a dit ça, vous avez défini le montant que vous voulez investir en startup. Il y a une bonne chose à faire quand on investit en startup, c'est de garder une partie de l'argent qu'on veut attribuer en startup en follow-on, on appelle ça, ce sont en fait des réserves. C'est-à-dire que on va garder une partie de son investissement qu'on va réinvestir dans des tours de table suivants dans des startups. C'est-à-dire que plutôt qu'investir, par exemple, je sais que moi je peux investir 100 000 € en startup par exemple. Plutôt que de dire je vais investir mes 100 000 € aujourd'hui en startup, je vais plutôt investir 50 000 €, voire même 40 000 €. Et en fait, je vais garder les 60 000 € restants pour uniquement réinvestir dans les startups qui fonctionnent bien. Donc voilà, vous allez investir dans vos 10, 20 startups et en fait, vous allez sélectionner vos 1 à 2 startups qui sont très fortes
et vous allez remettre un ticket, on appelle ça. Donc vous allez réinvestir, remettre au pot, à l'étape, suivante. Ça, c'est une stratégie qui est très courante, qui est effectuée par les meilleurs, fonds de venture capital. Donc évidemment, en tant que business angel, c'est une bonne pratique à faire. Maintenant qu'on a dit ça, on peut aussi donc parler du nombre de lignes qu'on veut dans notre portefeuille. Dans combien de startups on devrait investir? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, on est dans un jeu où 1% des startups va générer 99% des retours. L'objectif, c'est de trouver les meilleures startups. Donc, quand on diversifie, quand on met ses billes dans 10, 20 ou 30 startups, la question à se poser, c'est est-ce que j'augmente mes chances de trouver la prochaine licorne? Évidemment qu'on augmente nos chances, ça c'est sûr. Mais est-ce que si je passe de 15 à 30 startups, je double mon nombre de. Donc, j'augmente ma probabilité de trouver la prochaine licorne par 2. D'accord? Mais par contre, mon portefeuille est plus dilué. C'est-à-dire que au lieu de mettre des tickets de 10 000, je mets des tickets de 5 000. Donc, la prochaine licorne, au lieu de me rapporter 100 millions, elle va me rapporter 50 millions. Donc, c'est un arbitrage à faire comme celui-ci. En général, on dit que à partir de 20 tickets, 20 startups, on augmente notre probabilité de manière assez intéressante pour avoir la prochaine licorne, tout en n'ayant pas trop de lignes. Parce que, bon, trop, ça peut être un problème. Voilà. Ce chiffre-là, c'est une petite règle de 3 notamment dans les études qui est utilisée. Donc, c'est un bon exemple, c'est un bon chiffre à avoir en tête. Partie 5, on va maintenant parler des différentes manières d'investir dans les startups. Donc, on a plein de manières d'investir dans les startups aujourd'hui. La manière la plus courante, ça a été les fonds de venture capital, qui sont en fait des structures d'investissement qui récupèrent l'argent d'investisseurs qu'on appelle des LP, des limited partners. Donc par exemple, alors les LP, c'est pas que des personnes, ça peut aussi être des institutionnels, par exemple, donc des entreprises, des États ou d'autres fonds globalement. Donc le fonds qui est dirigé par une équipe de personnes comme vous et moi, voilà, vont aller lever de l'argent. Donc des fonds, par exemple, on va dire 100 millions d'euros, pour simplifier, pour avoir un chiffre rond. Ces fonds-là vont ensuite investir les 100 millions dans différentes startups, selon une stratégie à peu près similaire à ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'ils vont avoir environ la moitié en réserve, voire même un peu plus. Il va leur rester 50 millions. Les 50 millions, ils vont se dire, on va les mettre dans 20 startups. Alors ça dépend des stratégies de fonds. Il y a des fonds qui vont mettre des plus petits tickets et mettre dans plein de startups. Il y a des fonds qui vont mettre des plus gros tickets dans moins de startups. Par exemple, pour vous donner un peu des grands noms, Peter Thiel, qui est très connu pour investir des gros tickets dans peu de startups. C'est le premier investisseur de Facebook, donc il a un bon track record. À l'inverse, on a par exemple Jean de la Roche-Brochard avec Kima Ventures qui vont eux investir des petits tickets dans plein de startups. Donc vraiment des stratégies différentes. Voilà, le fonds va investir. Tous les ans, en fonction du montant investi, le fonds va se rémunérer 2% du montant investi. Si par exemple, il y a la première année 10 millions d'investis, le fonds va prendre 2% de ces 10 millions. L'année suivante, il va réinvestir 10 millions, donc maintenant il y a 20 millions qui sont investis. On appelle ça les Assets Under Management, AUM, actifs sous gestion. Et maintenant, c'est 2% de 20 millions. Donc le fonds est un peu incité. Voilà. À la fin, si le fonds retourne quelque chose comme 150 millions, il y a donc 50 millions de plus-value, le fonds prend 20% de ces 50 millions. Quand je dis le fonds, c'est l'équipe, quoi. L'équipe va se rémunérer. Donc, il y a deux sujets pour un business angel, quelqu'un qui veut commencer à investir en startup. La première chose, c'est que le ticket minimum peut être assez élevé. Il y a plein de fonds, le ticket minimum, c'est 100 000 euros. La deuxième chose, c'est les frais. Les frais sont très élevés, c'est-à-dire qu'on parle de 2% par an.
Si la durée de vie d'un fonds, c'est 10 ans, on parle de 20. C'est-à-dire que vous allez investir 100 millions, vous allez vous investir 100 000 euros. Déjà, on va compter votre perte sur 80 000 parce qu'à la fin, il y a plus que 80 000 et c'est sur ces 80 000, si par exemple on fait x2, ce qui est pas mal, on arrive à 160, d'accord? Sur ces 160, on va regarder par rapport à 100 millions, on va prendre 20 des 60. Bah, faites le calcul par rapport, voilà, pour un x2, vous n'allez pas avoir x2. Donc vraiment important de prendre en compte les frais. Ensuite, autre chose, c'est que vous perdez tout le côté, choix dans les startups, capacité d'apprentissage et cetera. Donc voilà, le gros avantage, c'est que vous déléguez la gestion à quelqu'un d'autre. Donc ça dépend évidemment de où vous en êtes. Si vous regardez cette vidéo, je pense pas que ce soit ce que vous vouliez. Mais bon, peut-être. Mais bon, c'est important d'en parler. Ensuite, une autre forme un peu plus, on va dire, on avance vers, le côté plus, heu, démocratisé, on va dire. Ce sont les clubs de business angel. Les alors, pas vraiment les clubs, pardon, je confonds, j'ai confondu 2 choses. Il y a les réseaux de business angel, ou alors on peut aller aussi les appeler clubs de business angel, et on a les clubs deals. Moi, je voulais parler d'abord des clubs deals. Les clubs deals, alors il y a différentes formes, mais en fait, on va se rapprocher du fonctionnement d'un fonds de VC. Sauf que, alors ça dépend vraiment des clubs, sauf que les BA vont être un peu plus impliqués. C'est-à-dire qu'ils vont être à la gouvernance. Alors, il peut y avoir plusieurs formats. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un vote en fonction de combien tu as mis. Tu votes pour savoir si on investit ou non dans la startup. Donc, tu n'es pas complètement maître de ce que tu mets. Après, tu as la version où tu peux choisir si tu mets ou pas en fonction du deal. Là, les frais vont être un peu plus faibles. C'est beaucoup plus intéressant. Tu as le choix, donc tu dois t'impliquer. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Une autre alternative, ce sont les réseaux de business angel. Donc moi, je travaille dans un réseau de business angel. Le réseau de business angel, bien souvent, c'est une association à but non lucratif. Donc son objectif n'est pas de gagner le plus d'argent possible et de faire le plus de profit. La plupart des gens qui travaillent dans les réseaux de business angel, ce sont des bénévoles. Moi, je ne suis pas bénévole, je suis un salarié d'un réseau Business Angel, mais je travaille au quotidien avec des bénévoles qui sont en fait d'anciens Business Angel, qui ont investi et qui ont eu envie aussi de s'investir dans le réseau. Donc, c'est un bon compromis parce que, en fait, ça permet de choisir dans quelle startup on investit euh, pleinement. Le réseau a juste un rôle de mise en relation et est rémunéré de environ 5% sur les montants levés. C'est un montant qui est conséquent, mais qui est dans la norme du marché et voilà, qui permet de faire fonctionner le réseau, qui permet d'assurer le fonctionnement du réseau. Une autre forme pour commencer à investir en tant que business angel, commencer à investir dans les startups, c'est d'investir tout seul, c'est-à-dire de se faire son propre réseau. Ça, évidemment, quand on commence, quand on n'est pas connecté aux startups, c'est très compliqué. Donc, une bonne manière pour faire ça, c'est de monter une boîte, de la revendre, d'avoir beaucoup d'argent et de se faire approcher par les startups. Ça marche bien. Mais quand on est salarié et qu'on gagne voilà, un salaire, on est junior, j'en sais rien, ou enfin, intermediate, machin, intermédiaire dans sa carrière, les startups vont pas vous contacter voilà, vont pas prendre le temps individuellement de vous contacter à la marge. Donc, c'est très compliqué. Il faut être sûr de ne pas faire d'erreur parce que l'avantage dans un réseau Business Angel, par exemple, c'est que vous êtes accompagné, vous êtes avec des personnes qui sont expérimentées, qui vont vous conseiller sur les pactes d'actionnaires, etc. Pour pas faire d'erreur, il y aura un pacte commun. En fait, l'union fait la force, comme on peut dire. Donc voilà. Mais le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais. Vous investissez tout seul, vous n'avez aucun frais. Donc, ça s'adresse vraiment à deux cibles différentes. En fait, vous le savez vous-même au fond de vous, si vous pouvez investir directement en rencontrant les startups en fonction de votre niveau de connaissance, en fonction de votre expérience et en fonction de votre connexion avec les business angels. Oui, donc je reprends. Donc, j'étais maintenant à au dernier type, je pense, qui va le plus vous concerner si vous regardez cette vidéo. Ce sont les plateformes de crowdfunding. Les plateformes de crowdfunding, en fait, sont des plateformes qui vont aller sourcer des deals de start-up de qualité discutable. C'est-à-dire que
Les meilleures startups vont pas forcément aller sur les plateformes de crowdfunding. Donc on parlait qu'on était dans un jeu justement où l'objectif c'était de trouver des futures licornes. Est-ce que aujourd'hui, si on regarde les 27 licornes, je crois qu'il y en a 27, hein, est-ce qu'il y en a au moins une qui est passée par une plateforme de crowdfunding? Je ne sais pas. Ça, ce serait un... Franchement, je n'ai pas forcément l'information. Mais en fait, le gros avantage de ces plateformes-là, c'est qu'elles vous permettent d'investir à partir de montants qui sont très faibles, à partir de 10, 100 euros. Donc moi, je vous conseillerais de commencer, même ne serait-ce que par... Moi c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à investir des tout petits montants dans des startups. C'est-à-dire que... Parce que, en fait, les réseaux de business angel, les club deals, etc., tout ça, même si on est sur quelque chose de beaucoup plus accessible que les fonds, je vous ai dit que les fonds, c'était 100 000 euros à investir minimum pour être LP, voilà. On est quand même sur des tickets environ, nous par exemple, dans mon réseau, c'est 5 000 euros. Donc vous voyez, 5 000 euros par ticket. On a dit qu'il faut 20 startups pour avoir un portefeuille bien diversifié. On ne peut pas se permettre de mettre 5 000 euros. Du coup, si on n'a pas un 100 000, donc il faut un patrimoine très élevé en fait. Ou en tout cas, faut être, si on est vraiment flexible et qu'on voit le patrimoine à très long terme et qu'on se dit qu'on a plusieurs années pour investir nos tickets en startup, bon, il faut quand même être très aisé en fait. Il faut quand même avoir bien réussi. Donc, le gros avantage de ces plateformes-là, c'est justement de pouvoir commencer petit, de pouvoir apprendre beaucoup, d'être exposé à ces startups. Donc pour résumer, moi, si j'avais un conseil à donner, la première chose, donc, c'est d'aller regarder les plateformes de crowdfunding. Je n'ai pas forcément de conseils à vous donner sur lesquels. Regardez bien les frais qui sont appliqués. Il y en a des très connus où il y a beaucoup de frais. Et deuxième chose, potentiellement les réseaux de business angel / essayer de commencer à vous faire votre propre réseau de startup pour pouvoir investir sans intermédiaire. Maintenant qu'on a dit ça, on passe à la 6e étape, la 6e partie, qui est comment choisir une startup justement. Maintenant qu'on sait comment on va aller trouver les startups, laquelle je choisis en fait? Quels sont un peu les critères qu'un investisseur va regarder? Peut-être que vous êtes débutant, vous ne savez pas vraiment quoi regarder. Bon, la première chose, la plus importante, c'est l'équipe. On dit toujours que l'équipe, c'est le facteur numéro 1. Et ça, c'est quelque chose, il y a évidemment des facteurs objectifs, comme par exemple, est-ce que si le fondateur a déjà monté une boîte dans le secteur et qu'il a exit et qu'il a généré un gros retour pour ses actionnaires, bon, c'est objectivement très bien. Mais il y a un gros facteur très lié au feeling dans la personne. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui est capable de monter une licorne en fait? Voilà, ça c'est des choses, c'est assez personnel, ça se ressent. Et on dit toujours que vaut mieux un entrepreneur qu'une idée, parce que un entrepreneur peut pivoter, un bon entrepreneur peut pivoter, c'est-à-dire qu'il peut changer d'idée, il peut changer de boîte, tandis que quelqu'un qui a une bonne idée, mais si c'est un mauvais entrepreneur, voilà. On peut changer d'idée, on peut pas changer d'entrepreneur. C'est ce que je voulais dire. Voilà pour le premier critère. Le deuxième critère qu'on regarde souvent, c'est le marché. C'est-à-dire que même si la personne va pouvoir pivoter, elle va pas pouvoir changer totalement de marché. Donc le marché, c'est super important. La taille du marché, est-ce que le marché est porteur ou non? Est-ce qu'il y a des concurrents? Est-ce que les concurrents sont très établis? Il peut y avoir plein de... Si on regarde les concurrents, il peut y avoir plein de facteurs qui font que c'est bien ou pas. Si le concurrent a levé énormément d'argent et il est à un stade que l'entreprise peut rattraper avec 10 fois moins d'argent, bon, c'est positif. Ça veut dire qu'il y a on appelle ça un second mover advantage. Si par contre le concurrent qui est en place est très bien implanté et on est sur un marché avec des grosses barrières à l'entrée, là, ça paraît compliqué d'aller le détrôner. Donc vous voyez, l'analyse de marché est super importante. Bon, après, il y a plein d'autres critères à regarder, mais je dirais le troisième critère, c'est la traction en fait. C'est avec les moyens qu'ont eu à disposition les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Où ils en sont? Est-ce qu'ils ont beaucoup avancé? Est-ce qu'ils ont déjà du chiffre? Est-ce qu'on sent qu'ils itèrent vite? Ils ont déjà des résultats?
Est-ce que vous voyez des trucs évidents comme, bah, attendez, vous n'êtes pas allé parler à des clients, vous n'êtes pas allé, vous avez eu 100 000 € de la BPI, qu'est-ce que vous avez fait avec ces 100 000 € et si vous voyez que les résultats qui ont été, qui sont aujourd'hui vous paraissent vraiment très très bas, c'est plutôt mauvais signe. Parce que quand on donne de l'argent à quelqu'un qui utilise mal l'argent, ça sert à rien en fait. Voilà. Donc voilà un peu. Bon, il y a plein d'autres critères. On peut vraiment rentrer dans les détails, mais si je devais donner 3 critères, voilà pour moi les 3 critères les plus importants. La 7e partie, pour bien réussir, alors c'est une fois que vous avez sélectionné la startup, il y a des bons deals et il y a des mauvais deals. C'est-à-dire que, alors, un bon deal, c'est à 90% en fonction de la startup dans laquelle vous investissez. Mais ça peut plus ou moins se passer en fonction de plusieurs choses, en fonction de clauses. Je ne vais pas forcément énormément rentrer dans les détails ici parce qu'on pourrait durer des heures et des heures sur les clauses du pacte d'actionnaires. Et c'est aussi l'objet de cette chaîne, hein, c'est de vous faire des vidéos sur les différentes clauses. Je dirais simplement que il y a une clause qui est super importante, c'est la valorisation de l'entreprise. La valorisation, en fait, c'est si vous donnez un certain montant, vous obtenez combien de pourcentage de la boîte. Si par exemple, vous avec l'ensemble des investisseurs, vous investissez 200 000 € et que vous obtenez 20% des parts, on va émettre de nouvelles parts et ces parts représentent 20% de l'ensemble des parts, des actions. La valorisation post-monnaie est donc de 1 million. Donc l'entrepreneur, quand il va venir lever, il va toujours annoncer la valorisation pré-monnaie, c'est-à-dire moins l'argent. Donc la pré-monnaie 800 000, on ajoute les 200 000 € de la levée, on obtient la valorisation post-monnaie. Ça, c'est l'un des critères les plus importants. Et le deuxième critère que moi j'associe toujours et qui est sous-coté, c'est notamment quand on investit dans les premières stades de la boîte, c'est le salaire des fondateurs. Le salaire des fondateurs est super important parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, un trop gros salaire, ça va à l'encontre des intérêts des actionnaires. Donc ça, il faut bien le ficeler. Et je dirais dernière chose, mais qui est plutôt liée à l'équipe, hein, c'est plutôt un critère, c'est bien s'assurer que les fondateurs sont bien à plein temps. Ça, vous voyez, je reviens un petit peu, je fais un petit rétro-pédalage. C'est le genre d'éléments, de questions. Si vous êtes sur des plateformes de crowdfunding, de mon expérience, c'est plus dur de s'assurer de ces questions-là. Donc, si vous pouvez avoir des contacts avec l'entrepreneur directement, c'est plutôt pas mal de ce point de vue-là. Dernière partie, on va parler des erreurs fréquentes des nouveaux investisseurs en startup. La première chose, c'est d'investir trop et trop tôt, trop vite. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont impressionnées, qui adorent l'innovation, qui adorent les startups, qui trouvent ça incroyable et qui croient en tout, qui sont ultra optimistes et qui vont mettre tout leur portefeuille alloué aux actions un peu trop tôt. Donc voilà, il ne faut pas oublier que les startups, la plupart du temps, elles vont échouer. Donc si vous trouvez que tout est beau et tout est incroyable, c'est que votre analyse est peut-être un peu biaisée. C'est plutôt mauvais signe si vous trouvez que tout est incroyable. La deuxième erreur, c'est d'investir uniquement pour la réduction de fiscalité. Alors ça, c'est un élément que je n'ai pas forcément dit dans les avantages, mais quand vous investissez en startup, vous bénéficiez de réduction de fiscalité, notamment sur les startups qui sont très technologiques. On appelle ça le dispositif JEI ou JUIR. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails ici. Mais en gros, le problème, c'est que je ne veux pas non plus trop en parler parce que je ne veux pas que ça attire des personnes pour les mauvaises raisons en startup. Parce que réduire ses impôts, ça ne devrait pas être le critère numéro 1 dans lequel on investit en startup. Un troisième problème, c'est de négliger la due deal. Comme je vous ai dit, il y a des critères qui sont, on va dire, 20% des critères font 80% des résultats. Donc, il n'y a pas forcément énormément de critères à regarder, mais il y en a, il faut les regarder. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a des critères qui peuvent être très positifs, enfin qui peuvent être positifs s'ils sont inexistants, c'est neutre. Et il y a des critères, ils peuvent que être négatifs ou neutres. Vous voyez, ce sont des red flags potentiels. Un red flag devrait vous exclure de la startup. Et à l'inverse, si vous n'avez pas un green flag sur les premiers critères, c'est plutôt négatif.
En général, on essaye d'avoir quelques éléments qui sont incroyables. Mais il faut vraiment que ce soit incroyable. Par exemple, il faut que le fondateur soit incroyable, il faut que le marché soit incroyable, il faut que la traction soit incroyable. L'un des 3, vous voyez? Il faut que ce soit, assez, on ne cherche pas à être excellent partout, sinon les valorisations seraient ultra élevées. On accepte qu'il y ait des éléments qui soient pas parfaits, mais on accepte le déséquilibre, on accepte l'imperfection à certains endroits. Mais par contre, les choses qui sont bien, il faut qu'elles soient extrêmement bien. Et au niveau de la due diligence, du coup, ça m'amène aussi à un point, c'est ne pas oublier que l'investissement en startup, la sélection des dossiers en startup implique d'être forcément très, très, très discriminant au niveau des dossiers. C'est-à-dire qu'on peut pas choisir, un dossier sur 2. C'est un taux de sélectivité qui est beaucoup trop élevé. Nous, par exemple, on voit passer 1000 startups par an dans notre réseau et on investit dans 10. Et encore, c'est un taux de sélectivité qui est assez élevé par rapport à certains VC qui reçoivent, bien plus de dossiers que nous et qui investissent, dans autant ou un peu moins de dossiers. Donc voilà, c'est tout pour, cette vidéo. J'espère que ce guide complet, pour, vous aider à débuter, donc dans l'investissement en startup, vous aura plu. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, que vous voulez me soutenir, je vous demande une seule chose, c'est de commenter cette vidéo, de mettre un petit message, un petit commentaire, de me dire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit feedback, hein, pour la suite. Voilà. Moi, donc je travaille dans un réseau Business Angel. Si vous êtes intéressé, que vous avez potentiellement le patrimoine, et les revenus qui permettent d'investir en startup après tout ce que je vous ai dit, bah, n'hésitez pas. Ce serait avec plaisir de passer un appel avec vous pour en savoir plus. Mais sinon, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres vidéos. Et voilà. Moi, je vous dis à la prochaine.